Ce Conseil européen est le dernier d'une année difficile. L'agression russe en Ukraine dure et malheureusement la guerre s'enlise. Les terroristes du Hamas ont frappé Israël, qui poursuit sa riposte avec un coût humain insupportable. La COP 28 se termine sur un accord insatisfaisant après de nombreux événements climatiques alarmants. Et la croissance économique européenne est en panne, ralentie par le surenchérissement du coût de l'énergie et de l'inflation. C'est dire que les enjeux de ce Conseil sont considérables et les décisions prises ou non engagent l'avenir de l'Union européenne et de ses États membres. Face à ces défis, le maître mot, c'est l'unité. L'Union doit être mobilisée, engagée et parler d'une même voix. Je souhaite tout d'abord aborder la situation de l'Ukraine, le soutien immédiat que nous lui devons et les perspectives d'avenir à lui offrir. Depuis plusieurs semaines, la contre-offensive piétine. Les troupes ukrainiennes manquent d'armes et de munitions et les réponses apportées ne sont pas à la hauteur. Le commissaire breton s'engageait à la fourniture d'1 million de munitions. Ils n'en ont reçu qu'un tiers. Cela pose, Madame la Ministre, la question de notre capacité à produire nos propres moyens de défense, interroge l'ambition d'une politique industrielle de défense, voire d'une hypothétique défense commune, alors que nos partenaires allemands, empêtrés dans leurs difficultés budgétaires suite à l'arrêt de la Cour de Karlsruhe, semblent s'éloigner chaque jour un peu plus de ces objectifs. Si l'on ajoute à cela la position du Congrès américain et la possible élection de M. Trump en novembre 2024, il est urgent de se ressaisir. À cet égard, la menace que fait planer M. Orban sur l'aide à l'Ukraine est inquiétante, menace ses capacités de résistance et casse la nécessaire cohésion européenne. Espérons, Madame la Ministre, que le président Macron a été convaincant lors de son entretien avec M. Orban. Pouvez-vous, en cas de blocage, nous dire quelle initiative la France prendra pour améliorer le soutien à l'Ukraine, alors que la Russie contourne les sanctions, s'arme massivement, mobilise autoritairement des ressources humaines quasi inépuisables? L'Europe doit être au rendez-vous de l'histoire, car une défaite de l'Ukraine serait une défaite pour la démocratie, pour l'état de droit et pour l'Europe. C'est dans ce contexte que la question de l'élargissement se pose comme une obligation géopolitique. Il faut ouvrir une perspective claire d'adhésion à l'Ukraine dont le Parlement procède à de nombreuses avancées législatives sur l'indépendance de la justice et l'état de droit. Mais simultanément, nous devons nous questionner sur les enjeux de cette adhésion, notamment sur l'avenir de la PAC et les défis de sa reconstruction. Le Conseil européen doit demain adresser un message précis aux autres pays. À la Moldavie, qui fait figure de bon élève et dont la perspective d'adhésion sera un message adressé à son peuple, mais aussi à la Russie. À la Géorgie, qui doit lever toute ambiguïté sur ses choix diplomatiques. Aux Balkans occidentaux, Albanie et Macédoine du Nord, dont les négociations doivent avancer. Au Monténégro, qui doit sortir de son instabilité politique et progresser. À la Bosnie-Herzégovine, malgré sa complexité institutionnelle issue des accords de Dayton, les interférences serbes et à la tentation séparatiste de la République serbe de Bosnie. Enfin, à la Serbie, qui doit choisir entre alignement sur la Russie ou sur l'Europe et reprendre la voie du dialogue avec le Kosovo. L'élargissement doit assurer conjointement la prospérité des États membres et des pays candidats, mais aussi assurer la défense de notre modèle démocratique et de notre sécurité. Madame la Ministre, quelle lecture faites-vous de la situation de ces pays, considérant que la pierre angulaire, notre patrimoine commun, doit être le respect de l'état de droit, des droits humains et de la démocratie? Vous dites qu'il ne s'agit pas de savoir s'il faut élargir l'Union européenne, ni même quand, car c'est le plus vite possible, mais bien comment le faire. Je partage votre sentiment. Mais si cet élargissement est indispensable, il interroge le projet européen et nécessite une réforme de sa gouvernance. Madame la Ministre, la France va-t-elle porter au Conseil la nécessité de questionner les traités et de convoquer une convention comme le demande le Parlement européen? Madame la Ministre, le Conseil de demain doit envoyer des signaux nécessaires pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire européenne. Le troisième point que je souhaite évoquer concerne les accords commerciaux. De nombreux accords sont en cours de finalisation, Nouvelle-Zélande, Chili, d'autres patinent, Mexique, Australie, et le Mercosur joue au yo-yo. D'un côté, le président de la République annonce s'opposer à un accord en l'état, de l'autre, la présidence espagnole pousse pour aboutir. Nous pensions que l'élection de M. Milei en Argentine reporterait sine die la question, mais ces derniers jours, le président Lula prédit une signature rapide avec l'appui de l'Allemagne. Madame la Ministre, nous avons besoin d'y voir clair. De manière plus globale, il est indispensable que nous nous interrogions sur le logiciel utilisé pour ces accords commerciaux. La théorie des avantages comparatifs n'est plus satisfaisante au regard des enjeux actuels de souveraineté économique et de transition écologique et numérique. Le rôle de l'Union, outre la prospérité des États membres, c'est aussi de permettre l'émergence de standards environnementaux, sociaux et démocratiques ambitieux qui nécessitent l'instauration de dispositifs de conditionnalité et de réversibilité des accords. Madame la Ministre, pouvez-vous nous assurer qu'en l'état, il n'y aura pas d'accord sur le Mercosur et que le Parlement français sera consulté tant sur cet accord le jour venu comme il devrait l'être sur le CETA, déjà en vigueur depuis près de 5 ans et toujours pas présenté au Sénat? Dernier point, la COP 28 se termine.
Le président de la République salue une étape importante quand bon nombre d'ONG trouvent l'accord insatisfaisant. Pouvez-vous nous dire si cet objectif d'atteindre la trajectoire permettant le maintien d'1,5 degré supplémentaire et pas plus sera atteint au regard des conclusions de cette COP et quelles sont les incidences pour l'Union européenne? Je ne reviendrai que sur la question de la COP 28, faute de temps tout à l'heure pour l'évoquer plus avant. Je considérais effectivement, comme les ONG, que le résultat était plutôt insatisfaisant. Pourquoi ? Car si le sujet tabou de la sortie des énergies fossiles figure bien dans la déclaration finale, il n'y est sans date fixe de sortie. D'autre part, le gaz, énergie fossile, reste une énergie de transition et on a laissé, pour obtenir un accord, la possibilité à la Chine de poursuivre l'utilisation du charbon, là aussi comme énergie transitoire. Et donc, Madame la Ministre, comment atteindre l'objectif de 95% de baisse de l'usage des énergies fossiles d'ici 2050 et de maintenir cet objectif d'1,5 degré d'augmentation de la température dans un délai tel que nous le connaissons aujourd'hui, alors que l'objectif nous semble aujourd'hui inatteignable. Deux sujets principaux donc à l'ordre du jour du Conseil qui s'ouvre demain. D'une part, les questions extérieures, Ukraine, Proche-Orient, élargissement, et puis les questions intérieures, en particulier financières. Le point par lequel je voudrais démarrer est au croisement de ces deux thèmes, puisqu'il s'agit de cybersécurité, une menace qui nous vient souvent de l'extérieur, mais qui peut avoir des conséquences économiques particulièrement lourdes au plan intérieur. En tant que co-rapporteur de la proposition de résolution européenne sur la cybersolidarité, présentée en début d'après-midi, je ne compte évidemment pas revenir en détail sur la position de la Commission des affaires européennes du Sénat, mais je voudrais souligner le besoin que nous avons exprimé d'avoir pour mieux nous défendre et mieux réagir en cas d'attaque majeure des entreprises qui soient des champions européens. Et ce qui est valable pour le défi cyber est vrai aussi pour relever les autres défis économiques et climatiques. Au groupe socialiste, écologiste et républicain, nous pensons que de ce Conseil et de l'Union européenne doivent ressortir plus fortement, d'une part, l'esprit de solidarité face à la guerre, bien sûr, mais pas que, et d'autre part, la coopération active au plan industriel. Or, force est de constater que les discussions en cours, tant sur le cadre financier pluriannuel que sur le pacte de stabilité et de croissance, ne sont pas à 100% tournées vers la solidarité et la coopération. Et notre groupe a encore des sérieux doutes quant à l'issue de ce concert européen. S'agissant du cadre financier et du budget de l'Union, nous restons demandeurs d'un véritable fonds de souveraineté de grande ampleur pour faire face aux besoins colossaux en investissement au service de la transition juste. Comparé à l'Inflation Reduction Act, la Commission devrait, au lieu de faire les fonds de tiroir, proposer mieux que cette STEP, plateforme des technologies stratégiques pour l'Europe, dotée seulement de quelques milliards d'euros. Sans champion tertiaire et industriel européen, comment accélérer la transition et la décarbonation de nos modes de production et de transport? Comment préserver notre souveraineté et notre autonomie énergétique, économique et à terme politique si dans chaque État membre nous continuons finalement à dépendre de partenaires extra-européens? Oui, nous avons besoin que l'Europe unie investisse davantage grâce à ses ressources propres dans sa réindustrialisation et la transformation de son économie. Les États dits frugaux ne peuvent pas méconnaître que le manque d'investissement qu'ils provoquent rejaillira négativement sur chacun des États membres. Ce qui m'amène au pacte de stabilité et de croissance, puisque ce sont souvent les mêmes pays qui se montrent demandeurs de réactiver les règles relatives au déficit et à la dette publique. Chacun convient, des plus libéraux aux plus interventionnistes, que ces règles sont obsolètes, complexes, inefficaces, inappliquées, inapplicables. Notre groupe salue en tout cas le fait que les investissements publics en faveur du climat et de l'environnement soient intégrés dans les discussions en cours, mais tenir compte de ces investissements pour accepter une réduction plus lente du déficit, ce n'est pas la même chose que de les exclure carrément du calcul. Les exclure, c'est accepter que la soutenabilité climatique soit prioritaire. Ne pas les exclure, mais les tolérer, c'est juste reporter à plus tard une application plus stricte des règles, alors même que la lutte contre le réchauffement climatique se prolonge forcément après 2027, avec des jalons qu'on connaît en 2030, en 2050. Par ailleurs, les négociations concernant les investissements verts semblent concerner aussi des critères, voire des conditions liées à des réformes structurelles.
Or, derrière ces réformes se cache rarement la taxation du capital, des super profits ou des super riches, mais plus souvent la remise en cause de protections sociales. Être moins endetté, mais pas moins inégalitaire, peut nous mener tout droit à l'avènement de solutions populistes, voire autoritaires, qui vont à l'encontre de la raison d'être de l'Union européenne. Le signal qu'attendent les Européens de leurs gouvernants et représentants, c'est d'abord celui de la paix et de la justice. Alors, Madame la Ministre, comment la France compte-t-elle résoudre ce paradoxe européen entre un nouveau pacte faisant mine de vouloir soutenir les investissements verts nationaux et un budget européen n'allant pas vers un vrai fonds de souveraineté dont notre continent a pourtant besoin pour faire face aux défis du XXIe siècle, très bien illustré par la COP28